C'est quoi pour toi prendre le temps ? Juste avoir conscience qu'il existe, avoir conscience qu'il est précieux, et le regarder et pas essayer de chercher celui qui va arriver après. Déjà, essayer de trouver cool celui qui est en train d'arriver maintenant. Ça veut dire s'écouter, ça veut dire prendre le temps de regarder ce qu'on a autour de soi, de ne pas être dans une course permanente et d'avoir un autre rapport aux choses, à notre environnement et aux gens. Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Enfin si vous avez le temps. Aujourd'hui nous recevons Hélène Stevens et Étienne Douat, tous les deux enseignants à l'université de Poitiers, mais c'est pas forcément pour ça qu'on les reçoit. On les reçoit pour leur livre, en tout cas le livre qu'ils ont fait avec le collectif du Loriot, Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner dans cette lourde tâche, j'accueille Marie avec moi. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. Alors Marie, je t'ai demandé de m'accompagner parce que le collectif, ça se fait à deux et tu es intéressée aux questions écologiques depuis un moment en tant que journaliste, dirons-nous, si ça te convient comme propos. Ça me convient. Eh bien nickel, et donc nous allons tous les deux, toutes les deux, accompagner cette émission. Alors je vais commencer, parce qu'il faut le faire, par introduire nos invités. Donc pour commencer, Hélène Stevens, tu es maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers. Tu travailles sur la sociologie du travail, de l'emploi et des professions, sur la sociologie des rapports sociaux de sexe et sur les analyses des processus de psychologisation des rapports sociaux. Merci le site de l'Université de Poitiers pour autant de précision. C'est bien ça, je suis bon. Oui, c'est tout à fait ça. Et Étienne, donc, tu es donc maître de conférence aussi en sociologie à l'Université de Poitiers. Donc tu travailles sur la sociologie de la socialisation, c'est très méta déjà pour commencer, et sur la sociologie de la scolarisation ainsi que sur la sociologie de la déviance. Et vous êtes tous les deux dans le laboratoire du GRESCO, du coup avec d'autres personnes en l'occurrence. Voilà, alors déjà, est-ce que ça vous convient comme début de présentation ? Est-ce que vous auriez autre chose à amener si on devait vous présenter, si vous deviez vous présenter ? Hélène. Ces mots, ces quelques mots-clés en fait, qu'on nous invite à déposer sur le site internet. Donc ça, c'est une manière de réduire notre activité qui est bien plus vaste, mais qui permet malgré tout de donner quelques indications sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Donc voilà, donc après on a une activité qui est à la fois une activité de recherche, d'enseignement, une activité aussi d'encadrement, de mémoire, de suivi d'étudiants, aussi une part administrative de notre travail. Ça c'est lié aux transformations de l'université et des professions de l'enseignement supérieur. Donc voilà, on va peut-être pas forcément glisser sur ce vaste sujet, mais voilà, je pense que globalement ça me convient, notamment parce que c'est moi qui ai choisi ces mots. Et moi j'ajouterais, alors par rapport aux mots-clés, il en manque un, c'est handicap, parce que ça fait quelques années que je bosse sur ces questions, notamment de scolarisation des jeunes reconnus comme handicapés, et en particulier les aveugles et les malvoyants. Donc ça, c'est un point descriptif qui peut-être n'est pas à jour sur le site. Et sinon, pour Hélène, mais je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'on peut aussi décrire un petit peu notre sociologie, et c'est pas sur le site, comme étant une sociologie qui dialogue quand même avec les problèmes sociaux, qui peut critiquer d'ailleurs la manière dont les problèmes sociaux sont posés par les médias ou par le champ politique, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'école. On a tous les deux eu affaire, disons, à des constructions médiatiques, politiques, institutionnelles que nos travaux ont contribué à interroger et à documenter. Enfin, voilà, à travers nos enquêtes, on a essayé de retravailler, de se ressaisir avec les armes de la sociologie de certains objets, de certains problèmes médiatiquement abordés ces dernières années. Et peut-être, moi, je rajoute aussi quelque chose, puisque j'ai un peu décliné comme ça nos activités rapidement d'enseignants-chercheurs. On a, Étienne et moi aussi, en commun, d'être assez soucieux de dialoguer, de sortir les savoirs de l'université. Parce qu'on on diffuse, on transmet nos savoirs produits par la recherche dans le cadre de nos cours, mais on intervient aussi dans différents festivals, notamment les festivals de Poitiers autour des sciences sociales, que ce soit le festival Raison d'agir, qui se tient en avril tous les ans, ou que ce soit le festival Filmer le travail en février,
ou que ce soit dans différentes occasions en fait. Donc on a toujours eu aussi cette activité d'organiser ou de contribuer de différentes manières à ce type d'événements et plus largement. Et c'est aussi pour ça qu'on a accepté cette invitation aujourd'hui, parce que ça nous semble aussi important de pouvoir dialoguer avec, mettre les savoirs de la sociologie au service du plus grand nombre, y compris au service de lutte progressiste, du point de vue social. Et un autre, peut-être, on peut le dire aussi, Étienne et moi, on fait aussi partie, on est aussi bénévole aux éditions La Dispute, puisqu'on fait partie du comité éditorial de La Dispute, avec chacun une collection spécifique. Étienne sur les questions scolaires et d'éducation, et moi, du coup, plutôt sur les questions de travail, avec la collection Travail et salariat. Et donc on préfère les éditions La Dispute qui ont édité le livre dont on va parler aujourd'hui, effectivement. Dès le début, on le dit, moi je veux me permettre de vous tutoyer et vous allez faire de même, parce que le monde militant de Poitiers étant ridiculement petit, on se connaît notamment en ayant participé de diverses manières à des événements, à des manifestations liées à Sainte-Soline. Donc on s'est rencontrés dans ces moments-là. C'est aussi pour ça que j'ai pris contact avec vous et par ce biais-là. Donc voilà, c'est histoire d'être honnête avec les gens. Mais comme dirait Léa Salamé, ça ne m'empêchera pas de pouvoir poser des questions qui piquent, même si on se connaît. Non, très bonne référence. J'ai très peur. Aïe, ouais, ça va rouler dans les brancards. Sainte-Soline, énorme événement. Marie? Marquant, même si on n'y était pas, puisque je n'y étais pas, et marquant qui change quand même une vie, même de loin. C'était donc là quand on parle de Sainte-Soline, donc votre livre s'appelle Avoir 20 ans à Sainte-Soline, et il fait référence notamment plutôt explicitement aux derniers gros événements de Sainte-Soline, qui étaient aux événements de 2023, du coup à la manifestation de mars 2023, qui a été terrible. Je vais résumer rapidement, mais on va éviter d'aller trop loin parce que ça peut rappeler des moments durs, effectivement, et c'est pas forcément c'est un peu l'objet du livre, mais on va se concentrer sur autre chose. Gros événement, Sainte-Soline, une méga bassine concrètement dans la Sèvre niortaise, qui met en place un accaparement des richesses de l'eau pour un petit nombre d'exploitants, notamment les plus riches. Ce projet est absolument contesté par beaucoup de personnes, des scientifiques, des militants, etc. Grosse manifestation en mars, notamment soutenue par le collectif des soulèvements de la Terre et localement par Bassine Non Merci. Gros événement, dispositif répressif aux policiers très important également. Et de là, on découle des événements tragiques avec globalement des violences policières, puisque c'est ce dont il s'agit, etc. Et une récupération ensuite par le pouvoir en place, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur à l'époque, de Gérald Darmanin à l'époque, qui parlera d'éco-terrorisme, etc. Et s'en suivra tout un laïus, etc. Et vous avez fait ce choix, en plus avec un titre un peu rigolo, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, qui rappelle les propos d'Emmanuel Macron disant que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020, de manière extrêmement ironique. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ce serait assez dommage de dire que c'est pas fait exprès, mais en rappelant ce truc-là. Et donc, vous avez fait le choix d'interroger des militants jeunes, donc souvent des néo-militants, mais pas que. Il y a également des militants qui sont là depuis un moment. Pourquoi ce choix ? Ah, vous y attendez pas à cette question. Ce choix d'interroger des militants ? Des jeunes militants. D'accord. Tu veux y aller ? Ou j'y vais. On commence... sur le choix de se concentrer sur les jeunes, il y avait plusieurs options, effectivement. Il faudrait quand même revenir une seconde en arrière sur l'idée déjà de faire des entretiens, des portraits avec des gens, des personnes qui ont participé à Sainte-Soline. Donc ça, cette idée, elle est née de notre discussion juste après notre retour de Sainte-Soline, avec l'idée le récit médiatique en fait dominant était fallacieux, c'est-à-dire qu'il ne rendait pas compte des principaux enjeux de la lutte. Il évacuait toute l'hétérogénéité, la complexité de cette population immense. On parle de plusieurs dizaines de milliers qui se retrouvent à Sainte-Soline en fin mars 2023. Et puis se concentrer évidemment sur des images saisissantes, les quelques dizaines de minutes, on est autour de la mi-journée du samedi 24 mars, sur les affrontements les plus spectaculaires avec les forces de l'ordre. Ce qu'on a voulu faire au départ avec le collectif, d'abord, c'est rendre compte
c'est redonner, comment dirais-je, créer les conditions pour qu'un récit circonstancié, un récit contextualisé, précis, multisitué soit possible. Voilà, et localement, on s'est saisi avec nos armes de la sociologie, on s'est auto-saisi, constitué en collectif pour rétablir les faits et produire finalement un contre-récit. Mais on va détailler, mais je voulais juste dire ça en préambule. Il y avait donc à partir de cette ambition plusieurs options possibles, puisqu'on ne pouvait pas faire, puisque l'exhaustivité évidemment est inatteignable, il fallait faire des choix, et donc avec Hélène, avec les autres du collectif, avec l'éditeur La Dispute, on a assumé de se centrer sur une population qui est quand même aujourd'hui malmenée, qui est souvent consultée sur le papier. En tout cas, il y a une annonce de consultation. Ça fait des décennies nous, on est assez âgés, donc on a le souvenir du CIP Balladur. Donc, vous voyez, pour les contrats, je sais plus exactement l'acronyme, mais c'était l'ancêtre. Contrat insertion professionnelle, quelque chose comme ça, bien avant Villepin 2006. Et on avait, pour calmer les choses, calmer le jeu après différents mouvements de jeunes, organisé une grande concertation, une grande consultation par questionnaire, dont les résultats n'avaient absolument pas été pris en compte. Et ce jeu-là, il dure depuis des décennies. C'est-à-dire que la parole des jeunes n'est pas vraiment prise au sérieux. Et puis, on a une représentation assez misérabiliste de leur rapport au monde, qui peut être tour à tour considéré comme apathique ou radicalisé, réduit à l'anxiété ou au retrait, ou à l'exit, ou à l'atomisation. Donc, ce qu'on a voulu aussi contribuer à montrer en se centrant sur la jeunesse, c'est qu'il y avait des jeunesses, ça la sociologie évidemment le rappelle toujours, donc il y a différentes manières d'être à Sainte-Soline, de se mobiliser, de s'engager, de participer aux luttes. Donc ça c'était une première façon c'est une première façon de répondre à ta question, quoi. C'est restituer une hétérogénéité, une densité, et rompre avec une forme de misérabilisme et de réductionnisme qui est souvent impliqué à la jeunesse. Mais le livre, et je finis là-dessus pour que Hélène puisse aussi répondre, mais il y a aussi beaucoup d'interventions dans le livre, de témoignages qui sont le fait de personnes moins jeunes qui étaient là, qui étaient des juristes, des philosophes, des chercheurs ou des chercheuses. Donc le livre est polyphonique, multisitué, avec des origines et des parcours divers, mais c'est vrai qu'il y a une focale assumée, disons, sur les jeunes. Hélène, vous voulez répondre? Alors, du coup, est-ce que tu veux compléter cette réponse? Peut-être sur un aspect qui est que on a fait ce choix de se focaliser sur les jeunes aussi parce que on a eu un premier temps de débriefing en fait après Sainte-Soline à l'université avec des collègues et des jeunes qui étaient mobilisés. Et que effectivement on a senti le désarroi d'une partie des jeunes qui prenaient la parole à ce moment-là, d'étudiants, pas forcément nos étudiants, mais des étudiants qui étaient mobilisés. C'était la même période que, souvenez-vous, que les grandes mobilisations contre la réforme des retraites, et l'université était très mobilisée dans cette mobilisation, dans ce mouvement. Et je pense qu'on a senti le désarroi. Enfin, c'était un tour de table assez déchirant en fait sur certains aspects, de jeunes qui, pour certains, tu l'as dit Pierre, militaient pour la première fois, ou alors c'est une génération qui a manqué des occasions de socialisation politique de manière autonome, c'est-à-dire que les premières manifestations ou actions militantes qu'on peut faire de manière autonome, c'est-à-dire j'entends éloigné de sa famille, en dehors de sa famille, même si il ne faut pas contextualiser les possibles actions militantes, mais globalement ça se passe souvent au lycée, à l'université. Or, en 2023, on sortait de 2-3 ans marqués par le Covid et marqués
par les confinements, marqués par une baisse des mobilisations. Alors même s'il y a eu d'autres mobilisations, voilà, on en reparlera peut-être, qui ont été marquantes. Mais en tout cas, ces jeunes, pour certains étaient un peu aguerris, voilà, à l'action militante, mais d'autres pas du tout, et ont été complètement démunis face à la violence policière. Tu l'as rappelé, Pierre, mais c'est vrai qu'il y avait un dispositif. Je pense que c'est quand même un aspect très important, c'est-à-dire cette volonté clairement affichée, assumée, de répression policière des mouvements écologistes. C'est un aspect vraiment important. Et beaucoup de ces jeunes ne s'attendaient pas à ça. Alors parce que c'est aussi localisé, parce que on sait qu'on est à Poitiers, mais finalement à Poitiers les manifestations de manière générale se déroulent de manière paisible. C'est vrai que quand on va comparer à l'encadrement des forces de l'ordre et aux répressions qui peuvent avoir lieu dans des plus grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit Nantes, que ce soit Rennes, que ce soit Marseille ou d'autres. Je ne vais pas citer toutes les grandes villes de France, mais il y a là vraiment une expérience de la violence policière qui est très grande, qui est une expérience de la violence policière qu'on peut connaître aussi de manière plus localisée dans les quartiers populaires en particulier. Mais là, pour certains, c'était vraiment la première confrontation avec les forces de l'ordre et la violence policière. Et donc, voilà, ces jeunes ont été particulièrement saisis, et ça nous semblait aussi important d'essayer de rendre compte, de leur donner la parole, et c'est pour ça qu'on a fait cette forme d'entretien, de leur donner vraiment la parole et de la restituer telle qu'elle a pu être exprimée, de rendre compte de leurs expériences, de leurs aspirations, de leurs craintes aussi, et donc de donner la parole à la jeunesse ou aux jeunesses qui sont plus parler qu'elles ne peuvent parler de manière générale dans les médias ou dans les espaces publics. Oui, on peut rappeler effectivement, ça a été un moment assez difficile en termes de répression policière. En fait, c'était, moi, de souvenir, j'avais fait le choix de pas aller à Sainte-Soline parce que mon rapport au militantisme est assez clair, hein. Je suis militant, je bouge, etc. Par contre, j'ai aussi une conscience de mes angoisses sociales et du fait que là, on va être quand même globalement 10 000 à courir partout, etc. Et aussi, donc j'ai des amis qui sont allés, et pourtant des amis qui étaient habitués à militer dans des manifestations antifascistes, dans des black blocs ou des choses comme ça, dans des villes plus grandes, effectivement, de Strasbourg, Paris, Marseille, etc. Et qui, en revenant, étaient eux-mêmes choqués de cette violence-là, de ne pas avoir compris. Sur le moment, quand on parlait de oui, c'était un terrain de guerre, c'est beaucoup de gens qui disent ça rapidement, les médias un peu mainstream disent non mais c'est pas vraiment ça, un terrain de guerre c'est beaucoup, etc., machin, enfin, quand même c'est fort. Mais en fait non, il y avait vraiment cette dimension-là de c'est parti très très vite. En plus il se trouve que le cortège qui a commencé à être nassé, maltraité, matraqué, ça a été le cortège qui était censé être calme, notamment au début. Il y avait 3 cortèges, un cortège plutôt revendicatif, dont l'objectif était plutôt d'aller sur la méga bassine en l'occurrence, un cortège qui était plus posé, un peu plus revendicatif mais plus symbolique, et un cortège plutôt qui n'aurait pas normalement à aller se confronter à la police ou à être dans la confrontation physique, puisque c'était un cortège généralement de familles, d'élus également qui étaient présentes, et un cortège et aussi avec des personnes âgées, des enfants et des familles par exemple. Pour les personnes qui nous écoutent, je recommande à titre personnel le documentaire de Off Investigation qui s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un massacre, il me semble, d'un carnage, pardon, qui résume assez bien ce moment-là. Et donc, par contre, on préfère prévenir, on a les paroles assez crues, notamment de Serge, qui était une personne qui a été victime de la violence policière et qui est restée dans le coma pendant longtemps, dont le pronostic vital a été engagé très très vite. Enfin voilà, c'est un documentaire qui est important d'un point de vue conscience militante et de conscience de ce que sont les rapports de force dans ce moment-là, mais c'est également un documentaire qui est dur. Voilà, je préfère préciser effectivement. Et donc, vous avez fait effectivement ce choix d'interviewer, de faire des entretiens avec des jeunes. Donc, je précise, le collectif du Loriot, qui vous êtes aussi, ce qu'on en parle comme si c'était logique, mais vous êtes un collectif de plusieurs chercheurs, donc vous deux, hein, Étienne et Hélène, mais également Johan Lebars, Mathias Lenzi, Benoît Leroux et Gwendal Roblin. Voilà. Dans l'ensemble du livre, vous vous êtes fait une introduction effectivement au début, et après c'est
à la fois une succession de témoignages de jeunes qui ont vécu ce moment-là, donc des jeunes qui sont plus ou moins militants, qui sont aguerris aux pratiques militantes, notamment par le fait d'être en binôme, par exemple, ou pas. Et il y a aussi parfois des paroles un peu plus écrites qui sont moins des relais de témoignages, d'entretien que vous avez eu avec des gens, mais des collectifs qui vont parler, des militants plus âgés, plus aguerris, vieux, même carrément on peut dire ça, hein. C'est des personnes qui sont même parfois qui commencent à militer bien avant Bure, bien avant tout ça, etc. Et qui parlent de ça. C'est intéressant justement que vous ayez fait ce choix de mélanger parole militant et d'autres types de paroles. Alors j'ai eu du mal un peu à définir l'ouvrage en le lisant. Je m'attendais à un ouvrage de sociologie. Et c'est un manifeste. Un manifeste, ça demande peut-être un peu une définition, mais un manifeste, c'est un ouvrage qui prend une posture politique ou éthique. Et même dans le cadre d'un manifeste, c'est assez singulier de lire Avoir 20 ans à Sainte-Soline, il est extrêmement accessible. Il y a énormément de poésie aussi, il y a des artistes qui interviennent. Je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ce choix de mélanger à la fois des témoignages qui sont extrêmement éloquents sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, à la fois ce qui a amené les militants à venir et les événements sur place, et en même temps ces regards extrêmement diversifiés de chercheurs, de maîtres de conférences, parfois aussi justement de responsables d'associations. Je mets aussi un petit peu à part la parole de la médic qui était sur place, qui était très jeune. J'aimerais bien qu'on en reparle aussi un peu plus tard, mais ce sont un ensemble d'explications qui mettent tellement en lumière ce qui se passe à Sainte-Soline, mais aussi toute la mécanique qu'il y a autour. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Pourquoi c'était important de le faire dans ce livre ? Alors, on va répondre à deux voix, mais quelques éléments comme ça en vrac. Alors, je fais un tout petit retour en arrière de 10 secondes, mais important, sur contexte de guerre. Moi, je trouve que c'est important. Tu évoquais tout à l'heure la violence inouïe de Sainte-Soline, et je pense il faut parler de violence d'État, d'un niveau, pour une part inédit, de brutalisation policière, résultat d'un processus de socialisation, voilà, qui a collectif. Depuis quelques années, on a une forme de légitimité comme ça dans le recours à des armes de guerre, à des dispositifs en tout cas militaires de répression, un discours avec la catégorie fameuse d'écoterrorisme qui installe toute une ambiance et qui prépare les esprits au pire en fait. Donc ça, il faut le rappeler, et j'étais tout à fait d'accord avec ça. Après, moi, juste le bémol, c'est que avec ce qui se passe à Gaza et bien sûr ailleurs, je nuancerai un petit peu. Je pense qu'on peut parler d'un niveau d'autoritarisme qui se déploie aujourd'hui. Et c'était pas sous Sarkozy de cette manière-là. C'était pas exactement pareil sous Cazeneuve ou Chevènement il y a plus longtemps. Non, là, on est vraiment sous Macron, Darmanin et quelques autres à un niveau en Europe incroyable de brutalisation. Mais c'est pas un contexte de guerre. C'est pas la même chose quand même. Voilà, c'était une longue parenthèse, mais je trouve que c'est quand même important. Après, alors Hélène on va répondre tous les deux, mais peut-être quelques éléments. Oui, on s'est dit, il y a plusieurs hypothèses derrière. Il y a l'idée que pour essayer de rendre compte et de saisir un peu de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, il fallait quelque chose de sensible. Il fallait plusieurs langues, plusieurs expériences sensibles. Et on l'a effectivement chez Lou Médic, on l'a chez des tout jeunes militants qui sont là pour la première fois. On l'a aussi avec un regard plus d'expertise, ou en tout cas académique, avec Vincent Ciseur, juriste. Donc voilà, l'idée, pour commencer à répondre à ta question, c'est qu'il y avait besoin, pour défricher un peu, pour appréhender la complexité de cet épisode historique, il y avait besoin de plusieurs boîtes à outils, de plusieurs répertoires et de plusieurs situations et de plusieurs sensibilités. Voilà, donc il y a l'idée un peu de livre polyphonique avec plusieurs langues pour essayer d'approcher, et non pas de manière exhaustive encore une fois, mais d'essayer d'approcher un peu ce qui s'est passé. Il y avait donc c'est tout à fait juste, cette idée de. Oui, jouer avec les casques,
C'est ça le prix de fil. C'est tout à fait juste, cette idée d'avoir plusieurs langues pour rendre compte de ce qui s'est passé à Sainte-Soline et de la manière dont ça a été vécu. Nous, c'était, et Étienne l'a rappelé tout au début, on avait ce souci d'établir des faits, de faire ce contre-récit au récit politique et médiatique dominant, et d'établir et de rétablir des faits. Mais c'est aussi avec une logique de se réapproprier ce qu'on avait vécu collectivement à ce moment-là, et donc de donner la parole à ceux et celles qui avaient vécu cette journée-là, et d'où les différents témoignages, alors qui prennent plusieurs formes. Effectivement, il y a les entretiens, mais il y a aussi des témoignages directs de gens qui étaient là, comme Lou, ou comme d'autres Alix, voilà, qui a été blessé, ou des gens de Bassine Non Merci, des organisations de Bassine Non Merci, des Soulèvements de la Terre, de la Confédération paysanne. Sans doute on oublie, on a une trentaine de textes, donc on ne peut pas toujours les citer. Il y a toute la liste à la fin de l'ouvrage. Voilà. Mais et puis voilà, il y avait aussi cette idée que peut-être Sainte-Soline allait faire événement, constituer un événement collectif dans l'histoire des luttes sociales et écologistes, et aussi un événement au niveau individuel. Et que on le voyait déjà très rapidement, on l'a vu par une sorte de profusion de textes ou d'expressions diverses, qu'on pense par exemple aux tags qui ont fleuri dans différentes villes, beaucoup à Poitiers et à Niort, mais pas seulement, aussi beaucoup dans des villes finalement assez éloignées, qui montraient un soutien aux camarades de Sainte-Soline, et en particulier aux blessés, à Serge que tu as cité, ou Michael. Et donc, finalement, nous n'avons fait que essayer de laisser une trace, se dire, notre livre peut être une contribution à l'histoire, une contribution modeste à l'histoire sociale qui est en train de s'écrire là, et on veut en laisser une trace de différentes manières, et c'est aussi tout simplement en essayant de récolter un certain nombre de productions qui ont pu être faites, que ce soit alors en produisant nous-mêmes, en quelque sorte, en les sollicitant, mais aussi en récupérant, et le livre est jalonné ça, des photos de tags. Alors on en avait beaucoup, il a fallu faire des sections, des slogans, des chansons, donc la chanson de Christian Paché. On a eu des propositions aussi de poésie. Enfin, on a, pendant les quelques mois où on a fabriqué ce livre, sollicité, ou étaient nous-mêmes sollicités à partir du moment où ça se savait un peu qu'on faisait ce livre-là, pour proposer des contenus. Donc on en a gardé un certain nombre. On était un peu pris par la taille du livre et la forme, mais on a mis, ce qui est rare pour un livre de la dispute de chez l'éditeur. On a pu aussi glisser des photos, des textes et autres. Donc on a cherché à la fois, et je finis, on a à la fois cherché à apporter des éléments distanciés, objectivants, qui permettent de replacer Sainte-Soline dans une analyse issue des sciences sociales et des sciences humaines, de dire c'est quoi Sainte-Soline. Donc c'est vrai qu'on a des anthropologues, philosophes, juristes, sociologues qui interviennent. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Et puis, un regard, au contraire, qui est directement un peu les pieds dans la gadoue de Sainte-Soline, et qui cherche à rendre compte et à dire ce qui s'est joué là-bas. Et justement, parmi les témoignages, il y a également des profils extrêmement différents, extrêmement variés. Il y a ceux donc les primo-manifestants, ceux qui ont plus l'habitude, ceux qui ont l'habitude sur des manifestations qui n'ont rien à voir avec l'écologie, certains qui viennent avant tout d'une culture anticapitaliste avant de s'intéresser à l'environnement, aux enjeux environnementaux. Il y a ceux qui s'intéressent alors qui ont pris connaissance des événements en arrivant à l'importance des événements en s'intéressant à la manifestation de Sainte-Soline.
Il y a celles et ceux qui ont peur de la violence, et il y a celles et ceux qui se sont préparés à cette violence, celles et ceux qui savaient qu'ils allaient eux-mêmes faire preuve de violence, donc ciblée dans une posture parfois d'attaque, parfois de défense. C'est plein de témoignages qui sont extrêmement diversifiés sur l'origine des manifestants, de la pluralité des manifestants. Vous avez dû sélectionner un peu les témoignages que vous deviez, que vous aviez la possibilité de présenter dans l'ouvrage, qui ne fait que 222 pages de texte, en enlevant le lexique, etc. À la fin, vous aviez peut-être dû faire du tri parmi tous les témoignages que vous aviez. Comment vous avez fait cette sélection de témoignages ? Est-ce qu'on peut dire que vous avez été du coup surpris par le résultat des entretiens auxquels vous vous attendiez pas forcément ? Ce qui est certain, c'est qu'on a d'emblée donc le collectif du Loriot, puis on a sollicité quelques camarades, amis formés aux sciences sociales à participer avec nous à réaliser les entretiens. Ce qui est certain, c'est qu'on a visé la diversité. Et on avait cherché une diversité sociale, une diversité de situations, une diversité aussi de manière de se rendre à Sainte-Soline, une diversité dans peut-être les trajectoires politiques qui pouvaient mener à Sainte-Soline. Parce qu'il nous semblait, en sociologue, on a raisonné aussi sur, avec cette sociologie de la socialisation qu'on présentait un peu tout au départ, avec cette idée que les personnes qu'on allait solliciter, comme tout être social, sont forgées, formées au cours de leur enfance, au cours de leur jeune vie adulte et tout au long de la vie, par leurs expériences, et que les personnes qu'on rencontrait sont venues à Sainte-Soline d'une certaine manière, par certains biais, que ce qu'elles y ont vécu, là où elles se situaient déjà dans les cortèges, ce qu'elles y ont fait, ce qu'elles y ont vu, ce qu'elles y ont vécu, pouvait différer précisément en fonction de leur trajectoire antérieure, leur parcours qui les a menés à Sainte-Soline. Donc on a cherché à veiller à rendre compte d'une diversité de situations, d'une pluralité de situations, sachant qu'on ne pourrait jamais atteindre une représentativité et encore moins une exhaustivité, aussi parce qu'on a fait ça à chaud, on a fait quand même cette petite enquête très rapidement après, et avec vraiment cette idée qu'il fallait témoigner, qu'il fallait raconter ce récit autrement qu'il ne l'avait été, et en se donnant quand même quelques règles méthodologiques issues de la sociologie, mais en sachant que on ne pourrait pas atteindre une représentativité. Donc au mieux, ce qu'on pouvait faire, c'est essayer de avoir une diversité, et aussi qui permettait peut-être aussi de casser cette image véhiculée largement, tous les stéréotypes d'abord sur les jeunes, qui sont désintéressés par la politique, qui sont manipulés, qui sont soit éco-anxieux, soit radicaux et violents. Enfin, ils sont jamais comme il faut globalement. Ça, c'était un premier point. Et puis un deuxième aspect, c'était aussi de rendre compte dans cette diversité, en fait, de casser cette image d'éco-terroristes qui avait été répétée, de gens violents, de gens... alors que nous, ce qu'on avait vu et ce qu'on voyait à Sainte-Soline, c'était aussi quand même, et sur la grande majorité des gens extrêmement pacifistes, venus manifester avec détermination, certes, mais avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'attention au bien-être des personnes, avec beaucoup d'attention aux autres, avec l'idée d'être dans une bataille juste, d'être du côté de la vérité et du côté du partage, de l'idée de l'eau comme bien commun.
et contre cette idée de privatisation de l'eau. Et donc voilà, donc on voulait aussi, je pense, dans cette diversité, rendre compte de l'hétérogénéité, enfin de manière modeste, mais de rendre compte de l'hétérogénéité des personnes présentes à Sainte-Soline. Oui, effectivement, et tu le disais tout à l'heure, Hélène, sur cette question-là de ce livre, il permet aussi de légitimer un peu la jeunesse sur des choses aussi. En fait, on a le droit de pas être d'accord avec les modèles militants des jeunes. Enfin, en fait, effectivement, on peut imaginer assez facilement que quand on est plus jeune, on a des modes de militantisme on a plus de choix dans le militantisme qu'on peut mettre en place parce qu'on est peut-être plus en forme physiquement sur certaines choses ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est mécaniquement peut-être plus difficile d'aller se confronter à la police quand on a des problèmes de santé, etc. Et justement, effectivement, c'est touchant ce que tu dis sur le fait que les jeunes sont jamais vraiment assez bien. Il faut qu'on leur explique, il faut qu'on machin. On est globalement, encore une fois, dans une société extrêmement paternaliste sur bien des aspects, celui-là encore. On voit dans l'ouvrage que vraiment, il y a cette diversité, en fait, chez les jeunes aussi. Il y avait des personnes qui étaient complètement aguerries au fait qu'elles allaient, alors soit comme tu le disais Marie, peut-être forcément dans un objectif, mais où il y allait avoir cette idée de on va se confronter à la police, concrètement, on va avoir accès à la violence et on va le faire. D'être préparé et conscient en tout cas que c'était une possibilité, que ça pouvait arriver. Oui, et des gens qui avaient cette possibilité-là et qui le savaient, d'autres pas du tout, et qui pourtant s'étaient préparés notamment, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le livre, je n'ai plus le témoignage parce que je n'ai plus le témoignage exactement, mais cette jeune femme qui explique que elle était venue avec quelqu'un et en fait assez rapidement elle s'est rendue compte que ça allait être très très tendu pour elle, que en fait elle allait pas être bien du tout, et qu'elle a signalé à son binôme qui était pour le coup un homme, je m'en rappelle, un homme cisgenre, enfin un homme quoi, vraiment sur cette question-là. Et qu'elle se met un peu à paniquer, etc. Elle sent dans le regard de son partenaire, je me rappelle plus si c'est vraiment explicité ou pas, mais elle sent dans le regard de la personne qui l'accompagne que ça le fait chier, concrètement, là, elle abandonne, etc. Il voulait aller plus loin, oui. Et elle explicite dans son témoignage que, je trouve ça assez explicite, encore une fois, dans ces moments-là, se jouent aussi des dynamiques qu'on retrouve dans le monde actuel, des dynamiques genrées. Et en fait, je trouve intéressant quand même de dire, en fait... je pense pas trop m'avancer en disant que globalement les gens qui étaient milités à ce moment-là étaient comme globalement des gens qu'on pourrait classer à gauche, voire même à la gauche radicale, et que ça veut pas dire qu'on est de gauche, qu'on est progressiste, ouvert, etc. Qu'on est complètement hermétique aux dynamiques racistes, aux dynamiques genrées, aux dynamiques de tout ça, etc. Et là, en l'occurrence, ça explose un peu, et sur ce truc de comment on fait, du coup, dans ces moments-là. Et alors, il se trouve que pour terminer l'anecdote de cette personne, en l'occurrence, son partenaire trouve finalement quelqu'un pour aller plus loin, et elle se retrouve avec le binôme de l'autre, etc. Mais du coup, il y a eu un ajustement sur le moment, mais cette culpabilisation qu'il y a pu avoir aussi on veut aller plus loin, et c'est souvent des choses qu'on trouve chez les militants aussi, on aurait voulu aller plus loin, mais on n'a pas pu. Et je trouve que ça ressort pas mal dans pas mal de témoignages que vous ressortez. Merci beaucoup de pointer ces dimensions, parce qu'on a tenu justement à ne pas les invisibiliser, parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes à raconter, elles ne sont pas forcément toujours agréables à relire par les personnes qui ont accepté de livrer leur témoignage, parce que tu évoques là aussi des formes d'ambivalence. Donc moi, c'est là-dessus que je voudrais rebondir. Alors d'abord sur la question de la violence, une des contributions du bouquin, c'est de montrer qu'il n'y a pas effectivement a priori des jeunes qui seraient violents, d'autres qui seraient complètement en dehors de toute violence. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. On a, en progressant dans la marche ou sur le front le samedi, ou après des accès de violence ou des tiraillements ou des ambivalences. Donc c'est ça qui caractérise le plus grand des troupes. En réalité, ce sont des formes d'ambivalence que le récit médiatique dominant a beaucoup de mal à saisir et à raconter. Il y a les gens qui sont violents et qui sont de manière essentialisés comme violents, et puis les autres qui seraient naïfs, déprimés ou pacifistes, ou les trois à la fois, mais enfin en tout cas qui sont pas violents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un sort plus enviable au niveau des médias, mais bon, bref. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu aussi saisir à travers ces portraits un peu fouillés, avec quand même des heures d'entretien, et puis un retour sur la trajectoire, sur les expériences dont Hélène a parlé, les expériences politiques, militantes antérieures à Sainte-Soline, nombreuses ou très rares, mais dans tous les cas, on a voulu saisir des parcours qui souvent sont faits d'oscillations, d'ambivalence, de tiraillements sur les différents sujets. Et j'en viens aussi à ce que tu évoques. Donc effectivement, ça revient par rapport aux questions de genre et des stéréotypes.
effectivement, on a vu dans certains témoignages que on pouvait être travaillé par des convictions, par exemple féministes, des idéaux qui semblent extrêmement progressistes, et renouer dans des micro-situations qui sont évoquées dans l'ouvrage, renouer avec des formes de stéréotypes sur le fait que voilà, une femme, une fille peut ralentir. Alors c'est pas dit comme ça, mais c'est vrai que voilà, une camarade qui se sent pas d'aller au front, qui va être envoyée finalement à une forme de militante de seconde catégorie. Enfin bon, voilà, c'est pas dit comme ça, mais effectivement des formes de hiérarchisation de la bonne manière de lutter ou de participer, des formes comment dirais-je, de valorisation d'aller au front, qui vont pouvoir être maladroites et en tout cas réactualiser des formes de stéréotypes qu'on croyait à l'écart voilà, donc c'est ça effectivement qui affleure. Et pour nous, de laisser ces éléments-là qui sont l'expression de tiraillement, c'est pas défavorable en fait. Pour la lutte, c'est aussi regarder en face. Voilà, nous sommes sociologues, mais aussi dans ces luttes, regarder aussi de quoi nous sommes faits, nos ambivalences et nos tiraillements pour progresser encore, mais pas forcément uniquement mettre de l'autre côté, du côté de l'ordre bourgeois, où tous les stéréotypes et le conservatisme, on l'a parfois à la maison, voilà, et dans nos manières de faire. Il faut être exigeant avec les autres, mais encore plus avec nous-mêmes sur ces questions-là. Ce sont deux témoignages qui sont très très éloquents et qui justement se suivent dans le livre, donc ça met vraiment en perspective les deux versants du récit, donc celui de Louise qui ne s'est pas sentie d'aller au front et celui d'elle qui avait envie d'y aller absolument. Il y a deux choses qui me marquent à la fois dans tes explications, Étienne, et en même temps dans l'ouvrage. J'ai un peu eu la sensation à la lecture, mais aussi parce que sans doute je parle avec mon point de vue de femme dans des manifestations aussi, de être la bonne militante, c'est celle qui va au front et elle-même se dit, est-ce que je peux me dire témoin de Sainte-Soline ? Mais pourquoi elle ne pourrait pas se dire témoin de Sainte-Soline ? Et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de très intérieur à elle. Que Yaël était frustrée de ne pas pouvoir y aller, effectivement parce que c'était son binôme et qu'il s'était dit qu'ils restaient ensemble, mais c'était quelque chose aussi qu'elle a nourri à l'intérieur et que ça se raccroche avec un sentiment de culpabilité que la société patriarcale lui a appris. Donc ça, c'est une première chose que j'ai l'impression qui s'est vraiment, j'ai presque envie de dire gangrénée chez elle, mais chez tellement, je pense, de militantes qui sont sur plein de types de luttes différentes. Et il y a elle qui, de l'autre côté, est frustrée de ne pas avoir pu y aller. C'est quelque chose qui se retrouve dans plein de témoignages, en fait, cette frustration de vouloir dire quelque chose, d'être empêché de le dire, en plus face à un système de répression qui est celui de Sainte-Soline, où on s'est bien rendu compte qu'en fait, on pourrait peut-être repositionner un petit peu les événements, j'allais dire convois, les cortèges n'ont pas été empêchés pour atteindre la bassine, le lieu de la bassine, mais le cordon policier était vraiment devant, de sorte à ce que la confrontation soit impossible à éviter. Donc cette frustration aussi d'être empêché à ce point d'atteindre l'objectif de s'exprimer, de dire finalement on est contre ça. Ce sont les deux choses qui, à la fois dans tes explications, en même temps dans le livre, me frappent. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ces deux aspects ? Il y a énormément de choses à dire. Hélène, tu veux dire un mot ou je commence ? Oui, je pense qu'il y avait une intériorisation par pas mal de militantes et de militants qu'on était à un point d'acmé un peu dans une séquence de mobilisation. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait d'autres mobilisations. Il y a eu Sainte-Soline 1, entre guillemets, un premier épisode. Il y en a eu bien d'autres qui ont été moins médiatisés. Mais ce que je veux dire, c'est que Sainte-Soline, en mars 2023, c'est un moment pour beaucoup de militantes et de militants qui sont habitués à ces luttes ou qui ont commencé en tout cas à y participer depuis un certain nombre de mois. C'est un moment d'affrontement, c'est un moment de vérité, c'est un moment qui a été aussi préparé par les médias et dans le champ politique en particulier comme étant un moment décisif, une démonstration de force, une leçon qui devait être administrée aux militantes. Et donc je pense que voilà, chez Yaël et d'autres, il y a l'idée que c'est un moment clé qu'il ne faut pas louper. Et puis après, le réglage, le curseur de jusqu'où on va, etc., il est
objet de tiraillement et d'ambivalence. Mais en tout cas, oui, il y a ça. Et puis, chez d'autres, chez Louise et d'autres, et plein d'autres, en réalité, l'idée qu'on est... Est-ce qu'on a les ressources pour ? Est-ce qu'on a la légitimité ? Est-ce qu'on a le capital, entre guillemets, militant, l'expérience, les atouts, les ressources, pour faire face et puis, il y a quand même, par rapport aux autres, est-ce qu'on est légitime ? Enfin, voilà, il y a des interactions comme ça dont le livre, que le livre évoque, il faudrait développer, mais des petites interactions comme ça qui montrent que c'est aussi... on est face aux forces de l'ordre, on est face à soi-même, mais on est face aussi au père, à ses camarades, à ses binômes. Et donc voilà, c'est toutes ces petites relations qui font aussi la complexité de ces moments de lutte. Et des militants peut-être qui se sont découverts aussi sur le terrain. C'est l'idée que, de toute façon, fil rouge du livre, c'est que c'est un épisode socialisateur. Ça nous est apparu comme ça. C'est l'idée, l'intuition qu'on a eue avec Hélène et les autres pour démarrer l'ouvrage et tout ce travail d'enquête. C'est que ça a marqué, voilà, ça a été dit par Corinne Morel-Darleux, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose de... Hélène l'a rappelé tout à l'heure, quelque chose on rappelle que Corinne Morel-Darleux est la représentante de Bastille Non Merci dans la Vienne. Voilà, c'était... Ah non. Pas du tout, pardon. Non, en fait, je vais reprendre. Est-ce que tu peux nous dire qui... C'est une autrice, c'est une romancière, c'est une militante aussi, et qui a accepté de faire un texte qui est le texte de fermeture de l'ouvrage, et qui reprend cette idée qui a été aussi une idée forte chez nous, c'est l'idée de l'avant et de l'après, l'idée que c'est un moment d'apprentissage, un moment d'initiation fort, un moment qui va marquer une génération, qui va marquer un âge, et qui va au-delà des vingtenaires. Et voilà, donc oui, c'est un moment de révélation, d'accélération, c'est un moment particulièrement marquant, socialisateur. Et c'est de différentes manières, c'est un peu ça que racontent les témoignages. C'est-à-dire que ça fait quelque chose dans la trajectoire, quoi. Et quand tu dis que c'est des moments un peu particuliers, effectivement fédérateurs, marquants dans des générations, c'est marrant parce que au moment où on a commencé à dire oui, c'est la première fois qu'il y a autant de violence, etc. et tout, c'est extraordinairement, etc. Et en fait, il y a des gens qui ont dit bah non. En fait, il y a eu les Gilets jaunes. En fait, en 2019, et même pendant les Gilets jaunes, quand David Dufresne, par exemple, le journaliste, a fait son compte Twitter en disant Allo Place Beauvau, qui était en fait un compte pour signaler les cas de violences policières, il y a des gens qui ont dit c'est super, en fait, c'est vraiment très bien de dénoncer les violences policières parce qu'elles existent, mais en fait, ça fait des années que dans les banlieues, on le prévient aussi. Et en fait, j'ai l'impression que je reprends le terme journalistique, mais non, je pourrais j'allais dire les émeutes de 2005, mais en fait non, c'est pas des émeutes. Enfin, les moments où les banlieues se sont soulevées contre l'État qui insérait n'importe quel mot pour pouvoir signifier la politique menée par l'État dans les banlieues. Il y a eu les Gilets jaunes ensuite. Là, c'est autre chose. Et en plus, sachant qu'avant, quand même, dans le milieu écologique, il y avait quand même eu la mort de Rémi Fraisse. Enfin, il y avait quand même eu des moments particuliers. Il y avait quand même déjà eu ces choses-là. Et effectivement, c'était vraiment préparé ce truc de. En plus, la manifestation, elle n'avait pas été autorisée, donc il a fallu faire de la pédagogie pour expliquer qu'une manifestation ne pouvait pas être interdite, que le trajet ne pouvait pas être autorisé, mais c'était pas la même chose, que légalement on ne peut pas interdire une manifestation, et sur des choses où il a été préparé médiatiquement pendant un moment que. En fait, c'était normal que l'État fasse ça. D'ailleurs, il a été chiffré que le dispositif policier, si on devait chiffrer financièrement le dispositif policier, que ce soit par les hommes qui étaient présents sur place, les hommes et les femmes présents sur place, les armes utilisées, dont certaines étaient des armes qui sont vendues comme armes de guerre, notamment les LBD et les grenades de désencerclement, les hélicoptères et tout, ça vaut le prix d'une méga-bassine, comme par hasard. Donc c'était... S'il n'y avait rien été fait, qu'est-ce qui aurait été fait ? Sachant qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on est le 13 mai 2025, au moment de l'enregistrement de ce podcast, la méga-bassine de Sainte-Soline a été annulée par la justice. Tout ça pour ça. Hélène, tout à l'heure, tu voulais réagir. Oui, on pourra revenir sur ces annulations de justice et de la bataille judiciaire qui est aussi... des batailles judiciaires qui sont menées... parallèlement à ces manifestations. Oui, je voulais revenir sur c'est effectivement ce moment un peu de ce moment de désaccord entre Yaël et Louise, au moment où en fait tous les deux qui forment un binôme, donc un binôme peut-être pour le dire, hein, c'est l'idée de
de se trouver une personne avec laquelle on va manifester et avec laquelle on est d'accord sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, là où on va ou on va pas, et surtout avec l'idée de veiller l'un à l'autre, l'une sur l'autre. Voilà, donc ça, c'est des choses qui se sont aussi beaucoup développées face à la brutalisation justement des forces de l'ordre et qui maintenant rentrent un peu dans des formes, enfin dans des répertoires d'action, d'organisation. Et c'est assez récent finalement, et c'est vraiment lié à la montée des violences policières et à ce processus dont on a déjà parlé de brutalisation du maintien de l'ordre, si on doit reprendre ce terme. Et donc, revenir sur ce moment de désaccord entre eux, c'est de dire, effectivement, Yael, il a, à ce moment-là, envie d'en découdre. Enfin, je crois qu'il le dit un peu comme ça. Il a envie d'aller aider les camarades qui sont directement en confrontation avec les forces de l'ordre, qui sont les plus exposés aussi aux jets de grenades. Il a envie d'aller les aider, et Louise ne se sent pas du tout face à ça. Elle a plutôt, elle, envie de se mettre en retrait. Et ce qu'il faut peut-être aussi souligner, au-delà de comment ils ont réglé cette affaire, de ce que ça dit, des tensions possibles, ça parle aussi quand même de la diversité des formes d'action et la diversité aussi des manières de pouvoir s'approprier une lutte sociale ou écologiste, la manière de trouver sa place, la diversité des manières de trouver sa place dans une mobilisation. Là, effectivement, Louise, elle va ensuite, alors je pense que la culpabilisation, elle la ressent pas tout de suite, elle la ressent aussi surtout après coup, lorsqu'elle retrouve notamment ses amis qui étaient et les membres de sa coloc, ses colocs, et qui lui disent t'étais où en fait? Tout le monde dit ils étaient à Sainte-Soline, mais elle a des retours qui étaient mais en fait t'étais où? T'étais à quel endroit? Donc précisément, c'est-à-dire suggérant implicitement que, au fond, si elle n'était pas au plus près des forces de l'ordre, elle était à Sainte-Soline, mais elle était un peu planquée, quoi. Il y a donc une forme comme ça de hiérarchisation des actions, avec là on le voit dans une logique qui cherche à valoriser et à ne reconnaître que les actions qui réclament le plus d'engagement, qui réclament le plus d'engagement physique notamment, qui sont les plus risquées. Et en même temps, ce type de réflexion, on le retrouve là chez Louise, qui se dit et qui se pose la question, et qui pose la question en fait de quelle manière j'ai le droit de dire, je suis légitime à dire que j'étais à Sainte-Soline, puisqu'elle a eu beaucoup de remarques dans ce sens-là. Ce qui est peut-être intéressant là, il y a les questions de genre, mais il y a aussi ce qui s'est passé ensuite, après Sainte-Soline, de quelle manière justement il y a eu aussi une valorisation de l'ensemble des actions, quelles qu'elles soient, qui a d'abord eu, et ça c'est assez inédit, de la part de l'ensemble des organisations qui étaient impliquées, que ce soit des syndicats, des collectifs qui étaient impliqués dans l'organisation de cette mobilisation, de cette manifestation du 25 mars. Il n'y a pas eu de dénonciation, de désolidarisation vis-à-vis de ceux qu'on considère les plus violents, de ceux qui jettent des pierres sur les forces de l'ordre ou qui jettent des cocktails Molotov. Généralement, ça se fait vraiment dans les manifestations dans lesquelles il peut apparaître des confrontations. Mais là, il n'y a pas du tout eu de désolidarisation. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire que toutes les organisations, de manière unanime, ont renvoyé la violence du côté de l'État et des forces de l'ordre. Et puis d'autre part, elles ont aussi veillé, il me semble, en tout cas c'est ce qui a été assez fort du côté de Bassine Non Merci, elles ont mis en avant l'intérêt de la diversité des tactiques, l'intérêt de la diversité des formes d'action qui composent en fait une palette très large, donc qui vont aussi sur le terrain judiciaire, justement, on peut en reparler. Mais parmi ces formes d'action, il y a aussi, elle pointait l'importance de l'organisation d'une base arrière
d'une base logistique qui s'occupe de pouvoir nourrir les manifestants, qui s'occupe de pouvoir s'assurer des soins quand c'est nécessaire, et là c'était particulièrement nécessaire, qui s'occupe que ce soit des soins physiques, physiologiques ou des soins psychiques, qui s'occupe de garder les enfants pour les gens qui ont des enfants en bas âge et qui veulent aller à la manifestation. Donc toute cette base arrière, il y a aussi une réflexion pour dire, en fait, sans cette base arrière-là, les actions, y compris les plus risquées ou les plus en lien direct avec les forces de l'ordre, ne pourraient pas exister. Donc il y a quand même cette... voilà, et je finis, il y a à la fois cette... persistance, en fait, qu'évoquait Étienne, cette persistance de disposition intériorisée par une socialisation genrée, là pour le coup, genrée, avec des logiques virilistes qui sont à l'œuvre, avec des dispositions sociales, des dispositions genrées différentes à la possibilité de se confronter aux forces de l'ordre. Mais il y a aussi, plus largement, cet avant-après en termes de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait après ? Comment on change les choses ? Et qu'est-ce qu'on essaie de redéfinir dans nos pratiques pour éviter ce genre de jugement et permettre la mobilisation de tous et toutes dans ces luttes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le témoignage aussi de Morgane, et en poussant un peu la réflexion dans celui d'Eliott et Laura qui étaient binômes l'un de l'autre. Comment on fait cohabiter le pacifisme et les actions violentes. Je me suis posé une question à la lecture de ces témoignages-là. Est-ce que c'est ce besoin de cohabitation, parce que comme le dit Morgane, en fait la violence va exister, qu'elle vienne de la police ou qu'elle vienne d'une part des militants qui sont plus affirmés dans leur volonté de confrontation, la violence va être là. Comment on fait pour faire cohabiter les deux ? Et je me suis demandé, est-ce que c'est ce besoin de faire cohabiter les deux qui pousse les mouvements militants depuis les années 2015 à se réinventer, à construire des nouveaux récits, à construire des nouvelles façons de faire, à construire justement ces bases arrières ? J'ai l'impression qu'on voit naître une société du militantisme très physique, beaucoup moins culturelle comme elle pouvait l'être avant, mais vraiment qui prend corps pendant les périodes de manifestation. Donc est-ce que c'est ce besoin, cette volonté de faire cohabiter les deux et du coup de moins se désolidariser l'un de l'autre qui pousse à créer de nouvelles façons de faire des manifestations, de faire des actions novatrices dans une nouvelle culture militante? On pourrait dire que, oui, les mouvements s'organisent parce que le pouvoir, lui, se durcit. Donc le capitalisme se défend très très bien. Et effectivement, pour faire face sur tous les fronts, il y a des conjugaisons, il y a des articulations qui sont en train de s'écrire, en fait. C'est un peu ça que, notamment Morgane, par exemple, qui est... parmi les portraits, l'une des plus, disons, plus inscrites dans les institutions, qui a un militantisme plutôt habituellement inscrit dans les organisations, et donc qui va plutôt être dans le pôle, comment dirais-je, sceptique par rapport à des formes de confrontation directe, par exemple. Mais il est intéressant d'écouter son récit, qui n'aurait peut-être pas été le même il y a 3 ou 4 ans, et de voir que dans ce contexte des années 2020-2025 dans lequel nous sommes, de brutalisation policière et de durcissement de la violence d'État, les différentes composantes mobilisées qui pouvaient être plus dispersées dans un temps antérieur s'efforcent, et avec un certain succès, de travailler à des liens, des articulations, des conjugaisons entre des formes de mobilisation pacifistes ou des formes de marche dont on a vu aussi les limites. C'est peut-être pour ça que les choses se complexifient un peu dans le récit, c'est-à-dire que même des gens qui ont participé à des marches, etc., qui ont vu le peu de considération que les médias et le champ politique leur accordaient, ont aussi peut-être plus de
tourne le regard aussi vers les tactiques plus frontales, de résistance plus parfois violente, parce que la situation aussi c'est considérablement tendue. Donc là, enfin, pour répondre un peu à ta question, on assiste effectivement, et le témoignage, ça affleure dans les différents témoignages, à des formes de restructuration en fait, des tactiques, des combinaisons où effectivement il y a différentes façons de participer aux luttes qui sont possibles. C'était beaucoup moins le cas il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, on en était ou on n'en était pas. Voilà, donc là c'est ça qu'elle raconte et qu'il raconte beaucoup dans l'ouvrage. Et ce que je trouve justement très fort, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Hélène, sur le fait que il y avait une base arrière juridique, organisationnelle, etc., qui est importante. À l'heure où, justement, en face, le discours politico-médiatique capitaliste est sur un truc très binaire, en l'occurrence, il y a les gentils et les méchants écologistes, les éco-terroristes qui vont cramer des trucs, les black blocs qui vont taper la police républicaine, etc. Là, en fait, ça casse justement un peu cette notion de... en fait, on est préparé. En fait, il y a un truc déjà, ça amène une notion de la gauche radicale. C'est pas la gauche qui veut cramer la République ou quoi que ce soit, où ces militants sont pas des gens qui veulent faire n'importe quoi et qui sont juste là pour casser. Non, en fait, dans l'idée, il y a quelque chose d'assez clair, notamment dans les témoignages de... En fait, si on pouvait faire autrement que casser, on le ferait. En fait, si on pouvait faire autrement que d'être dans la confrontation physique, on le ferait, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on pourrait être dans un dialogue construit, de discussion, etc. Et en fait, c'est pas nous qui avons commencé, quoi. Je veux dire, tu en parlais tout à l'heure en tout début d'entretien, Étienne, de la question de alors sous Balladur, mais il y a aussi eu la Convention citoyenne pour le climat. Il y a aussi eu au moment des Gilets jaunes ces fameux cahiers de doléances. Fou d'avoir appelé ça des cahiers de doléances. Dont on n'a rien fait. Et donc maintenant, aujourd'hui, on fait attendez, ça pourrait bien de les prendre en compte, sans rire. Et il y a eu tout ça, etc. Et en fait, cette base arrière, pour avoir fait Sainte-Soline justement cet été, en tout cas le village de l'eau, j'ai pas été, pour les mêmes raisons que l'année dernière, très angoissé de ce que ça pouvait être. Il y a une organisation qui se met en place, il y a des liens, il y a des discussions, il y a des choses de... effectivement, là, il y a les trucs pour les enfants, là, il y a une organisation générale de... faut faire à manger, donc il y a des gens qui peuvent venir nous aider au dernier moment pour faire à manger, il faut organiser les trucs. Enfin, cette autogestion et ce travail-là est assez intéressant. Et comment est-ce que vous voyez ça d'un point de vue sociologue ? Tout à l'heure, tu as évoqué, Hélène, le fait que vous étiez sociologue, vous vous intéressiez à ces questions-là, mais vous étiez aussi partie prenante de ces causes-là de manière générale. Il y a souvent dans cette binarité, notamment portée par le discours en face, de non, mais il faut être objectif. En fait, voilà, il y a un moment donné, il y a la même chose chez les journalistes de non, en fait, tu vas y revenir. Je vais revenir dessus. Sur le fait de non, il faut être objectif. Donc, être objectif veut dire on n'en fait pas partie. Et si on n'y participe pas, enfin... Du coup, comment est-ce que vous vivez avec ce discours et quel contre-discours vous souhaitez porter par ce truc de... Dans ce livre, vous avez réussi à mixer parfaitement, c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais de bien mixer en tout cas ces aspects de militants, en tout cas acquis à la cause de la question contre les méga-bassines en l'occurrence, mais en même temps sociologue, parce que vous l'actez effectivement au début. C'est pas habituel ce que vous avez fait. En fait, vous avez aussi, puis vous l'avez même exprimé plusieurs fois dans d'autres entretiens, en fait, c'est pas un travail sociologique d'un point de vue académique. Vous avez revu plusieurs fois les personnes que vous avez rencontrées pour ces entretiens. Vous leur avez demandé si vous les avez fait relire jusqu'à la fin tous les entretiens, etc., pour être sûr de ce qu'elles voulaient qu'il soit écrit et dit. Comment est-ce que vous réussissez un peu explicitement à mixer ce militantisme entre guillemets, je sais pas si vous expliquez cette area que ça comme du militantisme, en tout cas sur le fait d'assumer que vous êtes acquis à cette cause et que vous êtes dans ces milieux-là, et votre travail de sociologue. Il y avait plusieurs questions dans ta question. Ah oui, je t'en prie, choisis. Je vais d'abord peut-être continuer sur ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire la question des répertoires d'action et des différentes stratégies et de la base arrière. Et puis après, peut-être on pourra revenir sur notre position de sociologue et voilà. Sur cette question de base arrière et plutôt de la diversité, je crois que ce qui est important, et c'est là aussi où on est sociologue et où on est... En tout cas, on est chercheur en sciences sociales, c'est que des gens encore plus expérimentés que nous en termes d'âge pourraient le dire aussi, c'est-à-dire de garder en tête que ces mouvements sociaux, ces mobilisations, elles sortent pas de nulle part, mais qu'elles s'inscrivent dans des filiations.
et dans des filiations avec des luttes plus anciennes. Et que clairement là, et c'est parfois dit explicitement, notamment par les membres des Soulèvements de la Terre, il y a des filiations avec des répertoires d'action ouvriers. Ce répertoire d'action ouvrier qui va de la manifestation au sabotage en passant par l'occupation, le blocage. Donc ça, c'est d'abord des premières filiations, et quand on le voit très bien dans les diversités d'actions, hein, ça c'est des choses qui sont aussi beaucoup reprises, notamment par les Soulèvements de la Terre, hein, les occupations, les blocages, le sabotage. Mais on peut aussi penser, et peut-être surtout ici en ce qui concerne Sainte-Soline, aux luttes anciennes, aux luttes antinucléaires, aux luttes antimilitaristes des années 70-80 au Larzac, ou en Angleterre au camp de Greenman Common, puis on peut penser aux faucheurs volontaires d'OGM dans les années, au début des années 2000. Puis, voilà, sans que ça soit une liste exhaustive, hein, bien évidemment, mais puis à la ZAD, à la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, à l'opposition au barrage de Sivins, où il y a eu la mort de Rémi Fraisse, où voilà, on voyait déjà cette répression, cette violence policière à l'égard des mouvements écologistes. Voilà, ou aussi toujours une lutte actuelle, il y en a beaucoup, hein, la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Donc ça, c'est vraiment pour citer que quelques exemples connus, mais on voit bien qu'en fait Sainte-Soline s'inscrit, et les militants et militantes de Sainte-Soline, en tout cas ceux qui sont au cœur de l'organisation, ils s'inscrivent dans cette continuité, dans ces filiations-là. Il y a de ces mobilisations anciennes, en fait, ces mobilisations actuelles que vous citez, sur lesquelles on est en train de parler, elles ont intégré un certain nombre de répertoires d'action. Peut-être ce qu'il faut noter en particulier, c'est que là, il y a vraiment, dans ces mobilisations-là, à Sainte-Soline, cette articulation, cette rencontre justement un peu de la question sociale et de l'écologie. Ça, cette espèce de rencontre, hein, vous voyez, j'ai dit plutôt filiation du côté du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, et puis filiation du mouvement écologiste, comme si c'était des choses qui jusqu'alors avaient été plutôt pensées séparément. À Sainte-Soline, on voit vraiment dans les registres des mots d'ordre, dans les justifications pour se rendre à Sainte-Soline, dans les appels à manifestation, dans les discours qui sont tenus, on voit vraiment cette articulation de la question sociale et de l'écologie, globalement, pour dire que, en fait, les luttes sociales, elles traversent les conflits autour des ressources naturelles. Hein. Pour le dire vite, c'est les gros exploitants capitalistes qui produisent des céréales pour les marchés internationaux, contre les paysans et contre la population qui a besoin d'une agriculture vivrière. Donc voilà, pour le dire un peu vite, donc on voit bien que dans ces mobilisations, il y a l'articulation des questions sociales et des questions écologiques. Et puis, à ces deux causes historiques, sociales et écologistes, on peut ajouter d'autres, et en particulier peut-être ce qui fait une spécificité des jeunes générations, et en particulier de celles qui possèdent un fort capital culturel, plutôt diplômé, c'est leur engagement qui essaie de lutter ensemble et de manière connectée sur des questions sociales, écologistes, certes, mais aussi féministes, antiracistes ou anticoloniales, antivalidistes. Et donc, on retrouve dans ces mobilisations, et en particulier dans la jeune génération, et encore une fois, jeune génération plutôt diplômée, une volonté d'une lutte qui soit un peu intersectionnelle, hein, cette logique intersectionnelle qui pense les rapports sociaux de manière consubstantielle, qui les pense comme inséparables les uns des autres. Et ça se retrouve dans ces mobilisations, ou ces questions, ou les questions de genre, ou les questions d'attention, au point de vue, d'attention et de vigilance à des points de vue validistes, ou à des points de vue misogynes ou homophobes, etc., peuvent être particulièrement importants. Je vais profiter de l'interlude pour compléter un point rebondir sur un point sur l'affiliation entre
les luttes et sur l'histoire un peu des luttes écologistes et sociales. On a un peu l'impression que tout le narratif de ces luttes-là ne fait pas du tout partie de l'histoire, des consciences collectives, que c'est des choses que c'est une partie de l'histoire qui sont relativement effacées quand on n'entre pas de plein pied dans les luttes. Et ça me fait forcément réagir avec le traitement médiatique de Sainte-Soline et des autres luttes. Je vais raconter une petite anecdote rapide. J'étais au village de l'eau également l'été dernier et j'ai couvert pour le média pour lequel je travaillais à ce moment-là un presque direct avec 5 minutes de décalage et une interview a posteriori qui était diffusée le lendemain matin. Je n'étais pas donc sur le front à ce moment-là dans le champ c'était la bassine de Pamprof et de Terrana qui était visée à ce moment-là. J'ai été sur le village de l'eau et ce qui a été marquant, c'est qu'évidemment tous les médias ont relayé l'incendie qu'il y a eu dans un champ qui a empêché les manifestants à aller sur la dite bassine. Il s'avère qu'à posteriori, on a quand même appris que le convoi cycliste avait atteint l'une des bassines, avait fait l'action qui était prévue à ce moment-là, et j'ai été l'une des rares journalistes à la relayer. Et le journaliste qui faisait la matinale ou faisait le journal en fait de 18h à ce moment-là m'a dit « Moi, j'aurais pas ouvert sur ça, j'aurais ouvert sur l'incendie. » Oui, mes chers collègues, l'ensemble des médias ont ouvert sur l'incendie. Et le lendemain, je discutais avec un autre collègue d'un média bien plus grand que le mien, grand journal, qui était, lui, sur le terrain. Alors, évidemment, les fronts ne sont pas... Enfin, voilà, la réalité du front n'est pas visible de tous les points de vue du front et il n'a pas forcément eu la possibilité de le voir. Mais il s'avère que ce journaliste-là, de ce média-là, ne savait pas que l'une des bassines avait été atteinte par l'un des convois. Donc, on voit que j'ai eu une interview par la suite. J'ai trouvé ça extrêmement révélateur, en fait, d'une mécanique médiatique qui est persuadée qui ne se rend pas forcément compte, en fait, de ce qu'elle provoque en visibilisant le spectaculaire. Parce que mon collègue, en l'occurrence, ne pensait pas du tout à mal, et je comprends la mécanique qui l'a amené à penser que c'était la priorité. Mais ça m'amène cette question, est-ce que les militants, aujourd'hui, comme avec le livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », doivent, donc c'est à votre charge, militants et sociologues et monde professionnel, donc pas journalistes, de faire le travail que les journalistes devraient faire, en fait, de raconter un contre-récit. Moi, c'est un peu ce qui m'a frappée, en fait, avec cette expérience, avec la création de ce livre. Ouais, c'est une très très bonne question. C'est effectivement, quand on voit toutes les participantes et les participants au bouquin, on voit qu'effectivement, donc organisation militante, plus ou moins âgés, sociologues que nous sommes, il y a cette idée de faire le boulot, y compris en sortant d'une certaine zone de confort, en tout cas de ce que nous demande l'institution, parce que l'institution ne nous demande absolument pas de faire des bouquins comme celui-ci, hein. C'est pas la priorité du tout. Dans les travaux académiques, on nous demande de produire chaque année ou chaque quadriennale. Donc on est sorti de cette zone-là, parce que effectivement, la plupart des médias, il y a quand même quelques médias qui font très bien le travail et ils sont précieux et on les défend, mais c'est une poignée, c'est une minorité. Ils sont complètement dominés dans un champ qui, effectivement, comme tu l'as évoqué, ne fait pas le boulot ou fait le boulot sous un certain angle, un tropisme qui revient de manière récurrente, qui est toujours le même et qui est vraiment... Et ça me permet de peut-être compléter un point, un fil rouge du bouquin, qui est ce fil rouge, ce narratif médiatique, c'est il n'y a pas d'alternative. C'est le fameux il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il y a un récit, il y a une façon de présenter la réalité, il y a une façon qui est toujours la même, qui revient globalement à considérer comme évident l'ordre social et économique actuel, le système productiviste. Et donc, on rame pour documenter des réalités alternatives, des paysans, des paysannes, des personnes qui portent d'autres façons de vivre, d'autres façons d'envisager l'existence, la production, l'alimentation, se loger, se vêtir, être en interaction. Il y a plein de gens qui inventent des choses, mais ils ont le malheur, ces gens-là, d'être peu connus, d'avoir peu accès aux médias, etc. Donc effectivement, notre boulot, notre contribution, c'est un peu de raconter ça. C'est de raconter finalement des manières de faire, des manières d'exister, des perspectives qui sont très dominées dans le récit médiatique dominant, quoi.
c'est vraiment un point tout à fait juste. Et je pense que c'est cette invisibilisation, démobilisation, de l'ampleur des mobilisations, cette invisibilisation des petites victoires aussi, ou cette invisibilisation de l'hétérogénéité des participants, de l'hétérogénéité des modes d'action, tout ça en fait pour construire une image arrangeante du point de vue des décideurs, des dirigeants, qui soient politiques ou médiatiques, qui aient cette image des casseurs, cette image de gens radicalisés. Et on le voit aujourd'hui aussi sur la question des manifestations contre Israël, ou en tout cas pour la paix à Gaza, ou de soutien à Gaza et à la Palestine. Bon, voilà, c'est ce rôle des médias, hein, là on parle, et qui renvoie aussi quand même malgré tout à la transformation du travail journalistique aussi, hein, c'est-à-dire dans quelles conditions, qui sont les financeurs des médias, dans quelles conditions ils font. C'est sûr que si on fait son article depuis Paris, uniquement à l'aide de dépêches et à l'aide des images qui sont des images de journalistes sur place, mais qui sont protégées par les forces de l'ordre, du côté des forces de l'ordre, et pas embarqués dans les militants. Voilà, c'est tout ce travail-là, et qui implique du coup aussi un énorme travail du côté des collectifs, des syndicats, des personnes mobilisées pour créer des outils de communication. Donc ça, c'est aussi un gros boulot qui au fond, est une lutte perpétuelle, hein, de cette lutte du récit, auquel effectivement on a cherché aussi à contribuer, à porter notre pierre à travers ce bouquin. Mais cette invisibilisation des luttes, elle est... en fait, si on regarde, c'est tout ce qu'on est en train un peu de ressortir aujourd'hui dans les archives sur la question du mouvement féministe, hein, ou des mouvements féministes. C'est toujours la même question de « Ah, mais il y avait des femmes pendant les Gilets jaunes. Ah, il y a des femmes qui mobilisent. » Ben oui, en fait, les historiennes, en particulier les historiens, montrent que les femmes, en fait, elles ont été de tout temps dans les révoltes populaires, et qu'elles ont un rôle central, y compris dans le travail de subsistance. On y reviendra sans doute, de la base soins dont on parlait tout à l'heure, mais qu'elles ont aussi un rôle de leaduse et pour faire avancer le mouvement, pour le théoriser, pour le penser, et à chaque fois elles sont invisibilisées. Donc aujourd'hui le renouveau ou le regain d'intérêt pour le mouvement féministe nous conduit en fait à exhumer en fait ces archives, et à nous rendre compte que en fait le féminisme c'est une vieille question, il y a pour toutes les luttes, qu'elles soient sociales, anticoloniales, on a un peu la même chose, il me semble, aujourd'hui, hein, sur cette question anticoloniale qui est très forte et qui est documentée, et c'est toujours important de faire appel à l'histoire pour dire, au fond, on a l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Simplement, il y a la force du rappel à l'ordre, et la force des logiques conservatrices qui viennent éteindre ces feux, qui viennent éteindre ces feux de révolte populaire de différentes formes. Alors évidemment, il y aurait tellement d'autres questions à poser. J'aimerais qu'on aborde justement la base arrière avec les médics, qu'on aborde encore plein d'autres aspects. Peut-être conseiller une lecture pour comprendre les enjeux de l'eau qui jouent à Sainte-Soline. Il y a évidemment je suis sur une journaliste que vous connaissez, qui a fait 2 ouvrages absolument incroyables, mais dont le dernier vise un peu à comprendre justement ce qui se joue, non pas à Sainte-Soline, mais avec l'ensemble de la gestion de l'agriculture en France. C'est Champs de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, par Inès Leroux et Pierre Van Hoff, qui permettent de comprendre des éléments que vous expliquez dans Avoir 20 ans à Sainte-Soline, qui permettent de comprendre notamment pourquoi aujourd'hui on a ce problème de gestion de l'eau, qui nous amène à avoir ce débat sans fin sur les bassines. Alors moi, juste une dernière question, c'est la question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour vous prendre le temps ? Prendre le temps, je pense que on est tous concernés par cette très bonne question. Prendre le temps pour faire quoi ? Déjà, le prendre, effectivement.
Là, je vais répondre. Je pourrais répondre de différentes manières, mais là, je vais essayer de répondre de manière en lien avec mon travail. Prendre le temps de faire de la recherche. En fait, depuis une vingtaine d'années, quand même, on a vu la transformation de nos métiers d'enseignants-chercheurs, et avec une pression très forte à la publication, à la rentabilité, à la productivité, avec un nombre de mandats professionnels qui s'élargissent, c'est-à-dire des tâches de plus en plus importantes, plus nombreuses à réaliser dans nos métiers. Ça concerne nos métiers d'enseignants-chercheurs, mais ça concerne, je pense, plus largement l'ensemble des travailleurs et travailleuses aujourd'hui. C'est-à-dire cette logique productiviste et de rentabilité qui s'est imposée dans toutes les sphères du travail, et y compris là où elle devrait être absente, ou en tout cas le moins présente possible, c'est-à-dire dans les espaces de service public. Dans les lieux de service public, non, on est dans des logiques de rentabilité, dans les logiques financières, et donc petit à petit on a intégré bon gré mal gré ces logiques, et y compris quand on a une pensée, on développe une pensée critique. On est pris dans des logiques comme ça productivistes, où il faut montrer un CV qui déborde, des activités ultra nombreuses. Et prendre le temps, c'est peut-être déjà prendre le temps que l'ensemble d'un certain nombre de mécanismes sociaux nous conduisent à perdre, et y compris tous ces petits interstices que nous volent aussi nos outils numériques, avec lesquels on s'auto-contraint en permanence. Et donc, garder des interstices où il n'y a rien à faire, faire de la recherche lentement. Il y a eu tout un mouvement comme ça de slow research, un peu comme la slow food. L'idée que la recherche, elle réclame du temps, et qu'on ne peut pas en permanence répondre à des commandes, et répondre à des besoins institutionnels, enfin à des injonctions institutionnelles plutôt, qui nous demandent d'être productifs. C'est un peu ça, prendre le temps. Prendre le temps d'élaborer une pensée, et de ne pas répondre immédiatement à une question. Ne te sens pas visé, hein, j'ai accepté le jeu, mais on a eu un petit temps de réflexion. Voilà. Pour moi, c'est ça. D'abord, c'est peut-être un peu décousu, mais il me semble que c'est plutôt ça, prendre le temps, et ça peut prendre plusieurs formes, quoi. Ça peut prendre le temps de lire un livre, prendre le temps de dormir, prendre le temps de s'occuper de ceux qu'on aime, prendre le temps de faire une activité qu'on aime. Ça peut prendre le temps de bien faire son travail, prendre le temps de s'accorder avec ses collègues avant de faire quelque chose. On court beaucoup, on est tous, hein. Quand je dis on, j'ai l'impression quand même il y a une course un peu permanente qui s'est imposée de notre époque moderne, et que tout le monde se plaint de manquer de temps. Et que développer une pensée critique, c'est justement reconquérir des espaces où on peut prendre le temps, et peut-être inviter chacun à une certaine à une position un peu flegmatique, et un peu réveiller le Gaston Lagaffe qui est en nous, quoi, pour des micro-résistances à cet ordre de la course internationale. Étienne? Alors évidemment, et sinon on n'aurait pas écrit un bouquin ensemble, je suis d'accord avec tout ce qu'Hélène évoque, ça me parle en tout cas, c'est pas la question d'être d'accord, mais c'est que ça m'habite et ça me travaille aussi. Je travaille par ailleurs sur les questions de handicap, et pour moi une des grandes
un des grands ratés de tout ce qu'on a promis en matière de handicap, c'est de ne pas avoir su ralentir un peu, par exemple. Donc c'est ça pour moi, j'y suis très attaché à cette idée. Elle est pas très thématisée, mais c'est de rompre avec ce que Hartmut Rosa, dans son livre Accélération, décrit très bien dans nos sociétés capitalistes européennes, enfin, mais pas seulement, enfin, capitalistes dans le monde entier. On est structuré par des formes d'accélération. Donc moi, effectivement, que ce soit dans le travail, dans l'existence, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, et on est très proche avec Hélène là-dessus, il y a cette idée de résister à ces formes d'accélération qui sont complètement solidaires du productivisme et du capitalisme. Donc, il y a ça qui me semble important. Et Hélène l'a très bien dit. Il y a aussi, alors je vais jouer un peu avec cette notion de prendre le temps, au sens de se l'approprier. On peut aussi, on a aussi, je crois, notamment dans nos premiers échanges avec Hélène, quand on a eu cette idée du bouquin, on a attrapé ce temps, cette temporalité de la lutte. C'est-à-dire qu'on a aussi, alors là, pour le coup, de l'extérieur, ça peut paraître un temps qui est trop, comment dirais-je, trop serré, une rapidité. Ça a été pour nous une façon de sortir du temps imposé par l'université, qui est un temps académique. Il faut à la fois aller très vite, mais en même temps, les temps sont longs et s'étirent sur des calendriers qui sont parfois sans lien sérieux et intéressant, en tout cas avec les enjeux de recherche. Donc, ce sont des temps institutionnels, ce sont des temps de financement, ce sont le temps des institutions auxquels parfois on se soumet. Et là, c'est vrai qu'en ne cherchant pas de financement, en faisant notre recherche artisanale avec les moyens du bord, on a voulu aussi se réapproprier ce temps de la recherche, ce temps de cette façon de faire de la sociologie qui nous paraît, disons, pertinente compte tenu du contexte dans lequel on est, du contexte assez dramatique dans lequel on est. Ne pas tarder à écrire, ne pas tarder à prendre notre micro pour aller mener des entretiens, essayer de publier avec un éditeur indépendant que nous connaissons. Donc tout ce travail-là, il a été fait, pour le coup, selon une temporalité relativement alerte ou relativement précipité, mais ça nous paraissait être le bon temps. Voilà, donc c'est aussi pour tourner autour de la question du temps et dire qu'il s'agit aussi du kairos, comme disait Foucault, enfin du saisir l'opportunité, non pas au sens commercial, mais au sens d'une incorporation, d'une sensibilité aux luttes qui sont en train de se faire et de les accompagner, d'être avec celles et ceux que nous soutenons. Merci à vous deux d'être venus. Waouh, c'est discours approuvé aussi par Hélène. Merci beaucoup à vous d'être venus dans ce podcast. Et puis merci à Marie de m'avoir accompagné pendant cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi pour toi prendre le temps ? C'est ça,